Mesdames et messieurs, mes préférables professeurs, mes respectables et aimables étudiants, étudiantes, apprenants, apprentis, stagiaires, tout le monde, rebonjour. Dans cette nouvelle séance ou dans cet nouvel épisode, nous aborderons et nous entamerons et nous nous familiarisons avec un autre thème intitulé la comptabilité de la main-d'œuvre. Donc, cette branche ou cet module constitue un facteur principal, un aliment primordial dans l'évolution de la production. Donc, dans ce thème, nous traiterons trois sous-thèmes. Le premier sous-thème, c'est le taux de travail. Le deuxième sous-thème, le taux de travail. Et le troisième sous-thème, c'est le prix de revient prévisionnel de la main-d'œuvre. Donc, notre thème, c'est la comptabilité de la main-d'œuvre, Donc, premièrement, introduction. Donc, elle nécessite la connaissance de plusieurs éléments. Premièrement, le taux de travail exprimé en heures. Deuxièmement, le coût de l'unité de temps, c'est-à-dire de l'heure, la main-d'œuvre. Troisièmement, la destination de ces temps. Qui les consomme? Quels produits? Quels services? Et quelles commandes? Premièrement, le temps de travail. Donc, en ce qui concerne le temps de travail, on est amené à faire des distinctions, entre plusieurs natures de temps. On a premièrement le temps payé. Le temps payé correspondant au temps qui sert de base au calcul de la rémunération de chaque salarié. Deuxièmement, on a le temps de présence, qui est égal au temps payé diminué des absences pour causes diverses. Par exemple, les maladies, les formations, les représentations du personnel, etc. Il est contrôlé de diverses manières, soit par l'horodatage, le pointage, soit par fiche de présence tenue par la maîtrise. Deuxièmement, le temps d'activité. Le temps d'activité, certains auteurs le considèrent égal au temps de présence, pour d'autres, il est égal au temps de présence diminué des temps morts. Par exemple, les déplacements, les pauses, etc. Il constitue une bonne référence dans les centres où l'activité est manuelle, comme le montage, etc. On a aussi le temps réellement productif. Le temps réellement productif, c'est le temps d'activité dont on soustrait les temps liés à la production, par exemple, tels que les réglages, les pannes, les entretiens, etc. Donc certains l'appellent le temps de marche. Donc, ces différentes catégories de temps permettent de calculer des ratios, tels que, par exemple, on a le taux de chargement ou le temps
d'emploi qui est égal le temps d'emploi effectif sur le temps d'activité. On a aussi le taux de marche égale le temps de marche, le temps de marche sur le temps d'emploi effectif. La production utilise de la main-d'œuvre dont on peut faire deux catégories. Une partie directement liée à la réalisation d'un produit ou d'une commande, c'est la main-d'œuvre directe de production, la main-d'œuvre directe, mode. Une partie occupée à des tâches annexes, par exemple la manutention, les préparations, les réglages, les nettoyages, les surveillances, et qui constitue la main-d'œuvre indirecte de la production, le MOI, c'est-à-dire la main-d'œuvre directe. Donc la main-d'œuvre est un élément souvent très important du coût de production, sauf dans les activités très automatisées. Cela est vrai aussi bien dans les industries de transformation que dans les entreprises commerciales ou de services. Le deuxième sous-thème, c'est le taux horaire. C'est un point particulièrement important car beaucoup d'entreprises déterminent un taux horaire et l'utilisent non seulement comme élément de contrôle, mais comme moyen de détermination de prix de revient. Un produit nécessite une heure de travail à tel taux, ou comme méthode de chiffrage des devis. Une commande nécessitera X heures de réalisation à tel taux. Selon le niveau d'élaboration des contrôles, le type de décision recherchée et la complexité des problèmes, les entreprises déterminent un coût horaire global ou, au contraire, des coûts horaires différents par service ou par activité. Le coût horaire comprend de nombreux constituants. En effet, les taux de rémunération étant différents, il s'agit de déterminer un coût horaire par catégorie de personnel. Donc, les entreprises utilisent souvent un coût standard calculé une fois par période, généralement pour l'année. Donc, cette pratique est intéressante à condition de ne pas manquer d'intégrer les éléments qui viennent perturber le standard, c'est-à-dire augmentation très sensible
des salaires et de le faire évoluer en conséquence. Le calcul du taux horaire peut se faire selon le schéma suivant. Donc, on a le salaire brut, y compris les congés payés, les indemnités de transport et les avantages en nature, plus la part patronale des charges sociales, y compris les charges à caractère fiscal, telles que la taxe d'apprentissage. Dans le cas de plus en plus nombreux d'applications de l'horaire libre par enregistrement du temps de présence sur un compteur avec cumul hebdomadaire ou mensuel, qui peut être contrôlé par le système informatique. Donc le contrôle des temps de travail afin de calculer le salaire de l'exécutant, d'affecter ou imputer les charges salariales aux coûts et prix de revient. On utilise à cet effet les bons de travail indiquant à la fois les temps alloués et les temps passés pour effectuer une opération donnée, ainsi que l'imputation à la section et à la commande considérée ou au lancement d'une série. Pour les travaux unitaires de longue durée, on utilise la feuille d'attachement où l'exécutant porte lui-même le détail de ses tâches avec visa de la maîtrise. Les taux de rémunération pris pour base dépendent du système existant dans l'entreprise. Salaire mensualisé avec ou soins pris sans prime, avec ou sans prime, salaire au rendement, salaire aux pièces. Donc, grâce à la comptabilité analytique, on peut procéder à la ventilation des charges salariales par produit, commande, fonction, centre de frais. Le troisième sous-thème, c'est le prix de revient prévisionnel de la main-d'œuvre. Donc, les prix de revient prévisionnels sont établis souvent d'après les gammes définies par le service méthode et les taux horaires adoptés. On examinera à nouveau ce problème après. En général, si la rémunération se fait en rendement, on prendra un taux de rendement expérimental moyen,
Si la qualification du personnel est suffisamment homogène, on pourra adopter un taux unique de salaire. Sinon, on applique un taux différentiel. Pour la main-d'œuvre indirecte, on pourra appliquer un taux pour la maîtrise et un taux pour les ingénieurs et cadres. Enfin, on vous remercie de votre attention, de votre suivi et de votre patience. Nous souhaiterons que ces règles ou ces notions soient bien maîtrisées, assimilées et comprises. Aussi, on vous remercie de votre suivi et soutien. Dans la séance prochaine, Inch'Allah, nous traiterons un autre thème. Merci beaucoup. C'était avec vous le professeur Monsieur Kefif Mohamed.